Aujourd'hui, je fais une entrevue. C'est vraiment ce qui me tient à cœur, les entrevues avec des expatriés. C'est ma passion. Comme vous savez, moi aussi, je suis expatriée depuis 25 ans. J'ai vécu en France, aux États-Unis et je suis en Allemagne depuis 2003. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Étienne Tonissi-Chartrand, que vous connaissez sûrement sur le nom de Tonissi Chartrand, pour l'expert en petites habitudes de micro-changements sur le web. Et bien oui, Tony est d'abord un scientifique parce que tu as étudié la biochimie, la biotechnologie, tu as une maîtrise, ton MBA, et après, tu as fait une bifurcation vers l'Institut des neurosciences appliquées. Et depuis, tu es devenu coach en mindset et en expert de changer nos habitudes avec des petits pas. Mais aujourd'hui, Tony, c'est pas ça qui m'intéresse dans mon entrevue, puisque moi, c'est les expatriés. Et j'ai découvert que tu étais un expatrié. Eh oui, Tony vient du Québec. Tu es né à Ottawa, tu as vécu au Québec et, Exactement. et il a rencontré sa femme belge à Montréal et il a fait une demande en mariage en Italie. Ils se sont mariés en France et maintenant ils sont installés au Portugal. Donc, je trouve que c'est une histoire tout à fait très inspirante pour moi et ma chaîne. Donc, je te remercie beaucoup, Tony, d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment touchée de pouvoir faire cette interview avec toi parce que je suis sûre que tu vas pouvoir inspirer plein de monde, soit qui veulent partir du Québec ou de leur pays pour aller à l'étranger, ou ceux qui sont à l'étranger, comme nous, et qui essaient de s'adapter. Donc, Yes. euh, Merci beaucoup, ma chère Danielle. Merci pour la belle introduction et bravo pour la démarche que tu es en train d'entreprendre. Écoute, ça a été un oui automatique lorsque tu m'as demandé parce que c'est un sujet dont je n'ai pas l'habitude de discuter en profondeur comme on aura la chance de le faire aujourd'hui. Mais écoute, je suis super content de te retrouver. Je sais qu'on a parlé un petit peu avant l'enregistrement, qu'on a vraiment plus de points communs qu'on pensait. Et ça va être vraiment un honneur là, de parler de l'aventure, justement, qui nous habite en tant qu'expatriés, toute la démarche aussi, donc comment le projet est né, les défis qu'on a eus, puis maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de créer ici. Donc, c'est vraiment, ça va être vraiment agréable parce que je reçois quand même plusieurs questions des gens que je croise sur comment ça se passe là-bas. Il y a beaucoup de Québécois qui considèrent se relocaliser. Alors, on va pouvoir mettre un peu plus de lumière justement sur qu'est-ce que ça implique. Parce que tout n'est pas rose, hein, tu le sais, Daniel, mais quand on ne le sait pas, quand on n'a jamais entamé des démarches en ce sens-là, on peut penser que c'est facile ou que on peut facilement avoir des fausses croyances en lien avec ce que ça implique de déménager dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre langue. Et ça va être très agréable de pouvoir échanger sur ce sujet-là pour venir démystifier un peu là, certaines croyances erronées, porter un peu plus de clarté, puis peut-être inspirer d'autres personnes à faire la même chose, effectivement. et toi, tu avais quand même un peu voyagé avant de décider de partir à l'étranger quand même. Oui, quand même, j'ai toujours été un passionné de voyage, je te dirais. L'Europe m'avait particulièrement attiré. J'ai fait un voyage en 2005, un voyage sac à dos avec trois autres garçons. On avait 19 ans à l'époque, donc on a fait 6 semaines. On a fait plusieurs pays. On passait 2, 3 jours dans un pays, on allait voir les, euh, les attraits touristiques, puis on se déplaçait. Puis en 2007 aussi, je fais un autre voyage en Europe avec trois autres amis avec qui j'avais étudié en biotech à Ottawa, dont un ami qui était serbo-croate. Alors, on a été dans l'ex-Yougoslavie. Ça a été vraiment un super beau voyage que je n'aurais pas fait par moi-même si je n'aurais pas eu mon ami qui avait de la famille là-bas juste parce qu'il y a un manque de connaissances sur cette culture-là, puis les choses à voir là-bas, mais avec lui qui connaissait des gens locaux là-bas, on a pu voir des choses extraordinaires. Il parlait la langue aussi, donc ça a été vraiment un beau voyage. Puis ça a mis en lumière aussi certaines frictions qui résident toujours entre les différents pays là-bas à cause de la guerre qu'il y a eu dans les années 95. Donc, ça a été un voyage riche au point de vue historique.
Des découvertes de lieux que j'aurais pas pensé découvrir un jour. J'ai fait plusieurs autres voyages, là, donc j'étais en Thaïlande, un peu comme les Québécois. J'étais allé souvent dans les Caraïbes, Jamaïque, Cuba, Mexique. J'étais allé en Floride aussi, les îles Turquoises. Donc, j'ai toujours aimé voyager, toujours au moins un voyage par année, si c'était pas plus, depuis que j'ai 19 ans, je te dirais, là. Donc, tu as sûrement la valeur de la découverte. Tout à fait, ouais. Et puis la liberté, je pense que c'est ma valeur numéro comme un, là. À égalité avec l'amour, peut-être et le respect, là, mais il y a un top 3 qui est très, très chaud entre ces trois valeurs-là. Et ça, inévitablement, ça motive mes champs d'intérêt, mes actions, sans que je m'en rende compte nécessairement. Donc, ça fait partie de moi et c'est vraiment une force puissante qui, que je protège à tout prix. Alors, le voyage, c'est une façon pour moi de nourrir cette liberté-là, la meilleure façon qui soit, en fait. Et ce qui est vraiment puissant aussi à voyager, c'est que il y a deux choses, en fait. C'est que tu vois différentes choses, donc différentes cultures, différentes façons de faire. Et là, tu peux, après ça, ramener certaines pépites chez toi, puis optimiser ton système personnel de comment tu vis ta vie en fonction de ce que d'autres personnes faisaient que tu as vu quand tu voyageais. Puis la deuxième chose qui est extrêmement puissante avec le voyage, c'est que quand tu vois des choses qui sont plus difficiles ou tu vis des situations qui sont un peu plus désagréables, mais quand tu reviens à la maison après, Mm. tu es dans la gratitude, puis tu es forcé de voir que ce que tu as, c'est mieux. Et tu peux juste. Tu es comme forcé d'être reconnaissant dans un sens. Alors, je trouve que la gratitude, c'est un sentiment tellement puissant qu'on devrait s'efforcer tous de se connecter à ce sentiment le plus souvent. Puis le voyage le permet d'une manière magistrale. Alors, ouais, la liberté dans le top et les voyages, mais ça me permet de nourrir ça comme il faut. C'est intéressant parce que tu parles du voyage, puis je sais pas si toi tu entends ça, mais moi j'entends souvent les gens, ah, t'es expatrié, t'es toujours en vacances, tu peux tout ça comme si on avait juste du temps libre des fois. J'exagère, Mhm. mais c'est intéressant que tu as commencé comme ça avec le voyage. Et toi, qu'est-ce que tu penses, comment tu définis la vie justement d'expatrié? Est-ce que c'est une vie de voyage, de vacances et le beau Bon, voyage? c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a une nuance, en fait, que les gens ne peuvent pas saisir tant qu'ils n'ont pas nécessairement entamé des démarches pour se relocaliser de manière permanente, tu sais, dans un autre pays, parce que quand on est vraiment en voyage, donc on va passer une semaine dans un tout inclus ou on fait un voyage en Europe de 3 semaines, c'est 100% divertissement, effectivement. Je veux dire, on va aller visiter des endroits touristiques, on va aller manger au restaurant, on va faire des activités tu sais, agréables de vacances, parce que c'est ça que c'est des vacances. Mais expatrié, c'est pas pareil. Je veux dire, là, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu dans le fait de devenir un résident d'un autre pays, autant au niveau de que ce soit la fiscalité, que ce soit la langue, la culture, que ce soit les permis de conduire, tout ce qui est les comptes de banque, tout ce qui est les opérations courantes qu'on fait et qu'on prend pour acquis dans notre pays d'origine, c'est tout à recommencer lorsqu'on est dans un nouveau pays. Tu sais, il faut s'inscrire au système d'énergie, l'eau potable, l'eau courante de la ville. Il y a plein. Puis c'est une autre culture, là, comprenez bien, c'est un autre système, une autre façon de faire. Donc, nous, on est habitués que les choses fonctionnent d'une certaine manière, mais fortes sont les chances que ce ne sera pas du tout la même manière de fonctionner dans un autre pays. Alors, il y a beaucoup de friction à des étapes qui, normalement, pour nous, ben, dans notre pays d'origine, sont naturelles et sont déjà organisées. Donc, il y a beaucoup d'énergie à mettre, surtout au début, parce que tout est à recommencer à zéro. Tous les comptes Internet, téléphonie mobile, tous vos comptes doivent être euh, créés dans votre nouveau pays. Et quand vous ne parlez pas la langue aussi, donc moi, c'est le portugais, c'est eu falo e entendo um pouco de português. Você fala francês ou inglês? Donc, je travaille mon portugais, mais je veux dire, c'est juste la base encore. J'ai plus de temps et d'énergie à mettre pour apprendre cette langue-là. Mais moi, Daniel, je ne sais pas si je pense que tu es comme moi un peu, là, je carbure au défi. Alors, apprendre une nouvelle langue, je pense qu'il n'y a pas de. C'est un des plus beaux défis qu'il n'y a pas pour le cerveau. Tu sais, moi, je suis un passionné de changement. J'aide les gens à créer des habitudes. Donc, il n'y a pas rien de plus bénéfique
pour notre cerveau que d'apprendre une nouvelle habileté, une nouvelle langue. C'est comme pas mal dans le summum des choses qui peuvent être bénéfiques pour notre cerveau et juste pour notre zone de confort, pour notre confiance en soi. Tout est relié. Il y a ça touche à beaucoup de choses, apprendre une nouvelle langue. Et c'est une belle fierté aussi, puis c'est une belle manière de s'intégrer. Donc, c'est sûr que moi, je suis je peux avoir de la jasette quand même. Je suis entreprenant, j'aime faire du small talk un peu quand je me déplace dans les magasins et tout. Mais là, je me sens bloqué parce que je suis pas encore, mon portugais est très, très faible. Alors, c'est ma zone de travail pour 2023. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est un paquet de défis sans arrêt s'expatrier dans un autre pays qui ne parle pas la même langue, surtout que notre langue maternelle. Puis l'anglais, ici, oui, dans les grandes villes, il y a certaines personnes d'un âge plus mature qui comprennent, qui parlent le français aussi. Donc, des fois, ça arrive que un monsieur portugais puisse nous parler un peu en français parce que dans le curriculum de l'école, avant, c'était le portugais et le français. Mais depuis, disons, 45, 50 ans et moins, là, si un Portugais a moins de 50 ans était dans l'autre curriculum, que maintenant c'était l'anglais. Donc, dans les grandes villes, un peu, mais moi, je suis dans le centre du Portugal, entre Lisbonne et Porto. Puis là, c'est 100% portugais. Donc, mais en même temps, c'est le meilleur contexte pour apprendre cette nouvelle langue-là. Donc, je suis forcé de l'apprendre. Donc, il n'y a pas un meilleur setup pour rapidement apprendre la langue parce que je veux fonctionner comme il faut, je veux pas me faire avoir, je veux juste socialiser avec les gens autour de moi du village qui sont tellement gentils, tellement accueillants, des choses, Daniel, là, qui sont juste fantastiques, que je vois des choses que je pensais pas possibles. Là. C'est comme si on était 50 ans en arrière, des fois, pour certaines choses. Je trouve ça beau de voir ça, d'être témoin de ça, que ça existe encore comme ça. C'est tellement un grand écart de la manière dont on vit notre vie en Amérique versus le centre du Portugal. C'est comme, il y a un décalage immense mais que moi, je cherchais, tu sais. Moi, je voulais ralentir la cadence, moi, je voulais plus d'espace, plus de connexion. Alors, ça me nourrit définitivement ici, dans le centre du Portugal. Et quand tu parles justement, tu parles des gens locaux, des gens qui sont super gentils. Tu parles en même temps qu'en ce moment, ben, la langue, le portugais, tu le maîtrises pas encore. Eh bien, comment sont tes échanges avec les gens dans le quotidien? C'est quoi leur réaction parce que tu parles pas le portugais? Est-ce qu'on te fait te sentir, ben, il faudrait bien que tu apprennes la langue ou au contraire, on va essayer de t'aider? C'est quoi la réaction des Portugais par rapport à ça? C'est la deuxième chose que tu viens de dire. En fait, à aucun moment je me sens inadéquat ou je me sens comme si je n'étais pas du tout accueilli, en fait. Euh, et ça arrive souvent que je veux dire, les gens ne parlent pas français ou anglais. Donc, moi, j'arrive à exprimer quelques mots de base. Des fois, j'ai mon application, c'est pour traduire. Fait qu'on arrive, mais les gens apprécient que tu fasses un effort, je pense, juste de dire quelques mots, là, ça peut faire toute la différence. Si vous allez à l'étranger, forcez-vous d'apprendre au moins la base des quelques mots, puis n'ayez pas peur de les utiliser. Les gens, souvent, ils le voient, ils le reconnaissent, puis juste ça, ça peut faire la différence. Ça peut vous aider à développer un minimum de connexion, alors que normalement, comme il n'y en aurait pas du tout, là, tu sais. Donc, en tout cas, moi, j'apprécie quand quelqu'un essaye de parler français ou anglais, et c'est réciproque ici avec les Portugais. Puis, tu sais, la madame au village, il y a comme une espèce de petit dépanneur, un petit magasin, dans le fond. Là, il y a comme une petite croix. Là, tout le monde parle à Cruz. Là, donc, il y a un embranchement à la Cruz, à la croix. Puis il y a comme le petit magasin de la madame, qui est une madame de comme, elle doit avoir 80 ans et plus. Elle parle un peu français et elle nous a aidés avec les bonbonnes de gaz. Donc, le chauffage, c'est pas comme au Québec, c'est pas de l'hydroélectricité ici, c'est du gaz naturel. Ça, c'est complètement nouveau. Nous, on connaissait pas ça. Alors, on doit aller commander notre bonbonne à la madame là-bas de propane et c'est elle qui nous aide. Puis madame, super charmante, là, tu sais, puis on est venu, puis là, on l'avait comme déstabilisé un peu parce qu'on était comme, on lui a expliqué qu'on était les nouveaux voisins, puis là, on lui a montré la maison, puis elle nous a expliqué en un petit peu de français, puis comme du portugais, puis avec des gestes, que à la maison où on habite, elle faisait du lavage avant, donc c'était comme, il y avait une ferme, puis il y avait une maison, fait comme elle a comme travaillé là quand elle était plus jeune. C'est la Casa de Mula, c'est la maison de la mule. Et il y a une fresque portugaise donc en tuiles qui est dans la place centrale ici où on habite, là, qui est un paysage avec des oliviers et une mule dans le champ. Donc, la maison, elle est reconnue dans tout le village où on est comme la Casa de Mula, c'est comme, c'est chez nous, là. Fait que, tu sais, c'est écrit de Moula sur les papiers officiels
comme des papiers officiels de la maison, c'est écrit comme de Moula dessus, là, comme, juste pour vous dire à quel point c'est comme resté. Puis c'est un autre exemple. Puis cette madame-là nous avait donné comme deux pommes parce qu'on avait comme, on avait payé, puis on lui avait laissé comme, juste comme 10 centimes. Moi, juste comme, puis j'ai gardé le change. Puis là, ah, ben, voulez-vous des pommes? Puis elle nous donnait des pommes de terre, puis des pommes. On était comme, merci, tu sais. Elle insistait, fait que là, nous, on lui a ramené du sirop d'érable. Puis on a compris qu'elle nous a dit qu'elle était diabétique. On lui a expliqué c'était quoi. Fait que là, elle l'a donné à sa petite fille. Fait que là, mais tu sais, puis un autre voisine, en fait, qui n'est pas très rapproché, mais qu'on voit de l'autre côté du chemin, parce qu'ici, les gens klaxonnent, OK? Fait que quand ça klaxonne, ça veut dire que, oh, sors dehors, va regarder qu'est-ce qu'il y a. C'est pas parce qu'il y a du trafic puis il y a quelqu'un qui est fâché là, à Montréal, là. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut ton attention, pour un livreur, probablement, tu sais. Fait que quand la poste, quand elle arrive, elle klaxonne tout le temps. Fait que tu sais que ton colis arrive ou tes lettres arrivent. Et le livreur de pain aussi, qui passe le matin à 9h15 puis il klaxonne, tit, tit, tit. Puis il y a la voisine, donc en diagonale plus loin, qui habite là. Et c'est un spectacle magnifique, là. Écoute ça. La madame portugaise, elle habite au premier étage, mais elle descend pas les marches parce qu'elle est comme trop âgée. Fait qu'elle descend un panier avec une corde. Puis le monsieur en bas, il jase avec la madame qui est au balcon. Puis là, il prend les sous, il met le pain dans son panier. Puis là, la madame, elle ramène son pain en haut, là. C'est comme, wow! Alors, moi, là, je vois ça, puis je suis comme, wow! C'est comme à des paysans, tu sais. Je sors de mon bureau, il y a des oranges qui tombent à terre, là. On a un super beau oranger, c'est le temps des oranges. On est au mois de décembre. Puis on a comme avoir des oranges pour un mois et demi, là. Il y a eu 95 kilos d'oranges l'année passée, supposément ici. On a un citronnier, tu sais, il y a plein de comme choses qui se mettent sortent de ce que je suis habitué, mais Caroline, que j'adore ça, je carbure à ça. Là. C'est tellement beau, c'est tellement ça la vie, tu sais, on l'oublie un peu. Puis moi, je l'ai oublié, puis ça me rappelle l'essentiel. C'est précieux. C'est une reconnexion à ton essence, à la nature et tout. Tout Et à fait. ça me fait penser, en fait, une petite anecdote de la semaine passée, parce que, bon, pendant la pandémie, ça nous a permis de découvrir vraiment des contacts avec des agriculteurs directs. Et, eh bien, on peut commander notre canard directement. Mm. C'est un petit élevage, on l'appelle, puis il tue le canard le matin, puis on va le chercher. Il y a un petit kiosque au bord de la route. Oui. C'est juste genre le vendredi puis le samedi où il est là ouvert, il est ouvert. Puis, je sais pas, moi, il y a à peu près quelques semaines, je me rends compte que son camion, il est sur la rue à côté de chez moi. Fait que là, je fais comme, hein? Fait que là, c'est parce que c'est un bâtiment où il y a plein de monde qui habite dedans. OK. Puis, il va aussi livrer des commandes Mm. aux clients. Fait que là, nous autres, la semaine passée, on a un ami québécois, puis on commence un canard. Puis là, on s'est dit, bon, on va aller le chercher. Puis là, il nous appelle, puis il dit bon, ben, je m'en vais livrer votre canard. Puis il dit, je vais être là, je vais vous appeler quand je vais être devant chez vous. Fait que Wow. là, c'est ce qu'il a fait. Mais là, mon mari, il descend, puis là, il ouvre son camion juste pour nous donner notre canard. Il ouvre comme son magasin devant chez nous pour qu'on puisse prendre notre canard. C'est extraordinaire. Genre, ça n'existe plus. C'est le genre d'histoire comme ça que tu viens de raconter, là, je trouve absolument. C'est ça, c'est ça une photo d'époque, là, dans le sens comme si c'était le 50 ans, c'était comme ça que ça fonctionnait, puis ça fonctionne encore comme ça. Je trouve ça précieux, puis malheureusement, ça comme en voie de disparition, là, ça, cette proximité-là, puis cette connexion-là. En tout cas, peut-être pas dans les petits villages, mais dans les villes, ça, c'est dit complètement disparu. Là. Quelqu'un qui est né en ville, comme, qui voit ça, il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est beau, parce que c'est ça. C'est ça, la vie. Puis c'est ça qu'on a perdu beaucoup aussi avec la pandémie. C'est la connexion, l'interaction. Fait que de voir des connexions à ce degré-là, que le monsieur vient chez toi, il ouvre son camion, son stand, puis tu peux comme choisir ce que tu veux. Ils font ça pour le poisson aussi. Il va falloir qu'on se renseigne plus parce que ça fait pas très longtemps là, on est encore ici, mais on peut choisir notre poisson. Fait que tu sais, c'est fantastique. Ouais, c'est vraiment une qualité de vie. Mais on a aussi d'autres challenges. Hein. Oh oui, ben oui, ben oui. Mais je voulais revenir aussi sur la langue par rapport à la bureaucratie, parce que je sais que quand tu ne Ouais. maîtrises pas la langue pour au niveau bureaucratie, ça peut être un petit peu plus touché. Oh yeah. C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que tu sais, le monde fait comme oh wow, t'habites au Portugal, c'est beau, c'est le fun. Comme oui, c'est beau, oui, c'est le fun, ça dépend où tu mets ton regard, mais normalement, c'est le fun. C'est nous, je choisis de mettre notre regard, c'est très le fun.
Mais dans le processus d'expatriation, tu n'as pas le choix de faire certaines démarches. Tu sais. Puis si tu fais une recherche sur Google à l'instant sur c'est quoi le top 5 des pires choses au Portugal, le numéro 1, là, c'est la bureaucratie. C'est même pas une joke. Donc, les choses prennent vraiment abusivement trop de temps pour des trucs de base. Je donne juste un exemple. Donc là, on est en train de faire le processus de réunification familiale. Donc, ma conjointe, elle a la double citoyenneté, elle est européenne et canadienne, donc elle est née en Belgique. Là, elle a obtenu sa résidence au Portugal parce qu'elle fait partie de l'Union européenne, donc ça n'a pas été compliqué. Donc, elle a 5 ans à pouvoir habiter ici sans problème. Après ça, elle va pouvoir le renouveler. Mais moi, je suis Canadien seulement, mais on est mariés ensemble au Québec. Mais le Québec et le Portugal, c'est en contrebalance, il n'y a pas il y a pas de partenariat. Donc, on fait le processus de réunification familiale. Et là, il faut aller au CEF pour faire ça, c'est le Service e-Finanças pour les étrangers. Et là, c'est l'horreur parce qu'il manque, c'est un centre d'appel pour avoir des rendez-vous. Et c'est impossible d'avoir la ligne. En fait, on est sur des blocs d'expats, là, comme il y a des gens qui ont installé des applications d'auto-rappel, puis comme ils ont réussi à avoir un appel après genre 30 000 appels, genre, puis un rendez-vous dans comme 1 an et demi, genre l'année prochaine. C'est des affaires ridicules où il y a du monde qui ont eu leur rendez-vous. Mettons le conjoint, la conjointe, puis l'enfant. Mais les trois, ils ont un rendez-vous à la même heure, à la même date, mais à 3 adresses différentes de bureaux différents, genre. Comme des aberrations comme ça, il y en a beaucoup au Portugal. Et ça travaille mon lâcher-prise parce que moi, c'est un déclencheur. Pour moi, ce genre les choses qui ne font pas de sens, les choses qui vont pas assez vite, c'est ma zone de travail personnelle à moi. Donc, je m'efforce de travailler ça. Mais c'est arrivé souvent que comme, il y a juste, moi, je suis quelqu'un qui est très rationnel, je cherche tout le temps la logique, ce qui fait du sens. Tu sais. Puis s'il y a beaucoup de choses qui font juste pas de sens. Et ça peut être très embêtant. Donc là, c'est pas grave parce qu'on a tous les papiers, donc il n'y a pas de problème à rentrer ou sortir du pays parce que donc ma conjointe, on est propriétaire d'une maison ici. Elle est officiellement résidente. Donc, on est dans le processus donc c'est correct. Ils ne sont pas très sévères, les Portugais, par rapport aux contraintes, si on veut, là, de visa, de ce que j'ai remarqué, mais ça prend extrêmement de temps avant d'officialiser les documents et tout. Alors, ça, c'est un des côtés moins agréables, si on veut, de la transition. Là. Puis c'est ça, vu qu'on ne connaît pas la langue, on a quelqu'un qui nous aide des fois, mais on arrive là, avec ma conjointe quand même qui est un peu plus avancée en portugais que moi, parce qu'elle, elle a habité au Portugal 4 ans quand elle était tout petite. Elle est allée à l'école primaire ici. Elle a oublié son portugais, mais ça fait 1 an et demi qu'elle prend des cours rigoureusement avec sa mère. Donc, elle n'est pas avoir une conversation comme on a en ce moment, mais elle est plus capable que moi de se faire comprendre. Donc, les deux ensemble, on arrive à naviguer dans les challenges. Là. Mais c'est un challenge parmi plusieurs. Mais la bureaucratie, je pense que c'est le plus gros défi du Portugal, c'est ça. Là. On entend souvent la pire bureaucratie, c'est la France, mais là, Non, non. tu as un doute. Non, même pour les Français, ils trouvent que c'est terrible au Portugal. Donc, imaginez, là, si vous êtes Français et vous trouvez que ça ne va pas chez vous, ben, le Portugal, c'est encore plus compliqué. Donc, si vous venez vous installer ici, il faut prendre son mal en patience. Mais ça n'a pas été un frein pour nous, tu sais. Euh, ça n'a jamais été un frein malgré les délais. Je veux dire, il y a tellement de positifs. On est tellement bien ici. Il y a vraiment il y a un laisser-vivre qu'on ne retrouve pas au Canada ou en France. Puis je dois donner un exemple très, 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 très simple. Au Portugal, il y a beaucoup de châteaux, OK? Donc des anciens châteaux, beaucoup de villages avec des beaux châteaux qu'on peut aller visiter, d'ailleurs, toujours disponibles pour visiter. Et tu vas visiter des super beaux châteaux qui sont hauts avec des hautes murales. Et tu peux monter sur les murales en haut et aller comme où les gens circulaient, comme si ça a été comme entretenu partiellement. Sauf qu'il n'y a aucune rambarde, il n'y a aucune. Si tu y vas, tu peux y aller, mais c'est à tes risques et périls. Tu sais. Au Canada, c'est très quand même inacceptable d'avoir un espace comme ça sans avoir une barrière parce que le lieu pourrait se faire poursuivre. Tu sais. Mais au Portugal, là, si tu tombes en bas, là, c'est de ta faute. C'est ta responsabilité. C'est toi qui es monté là et qui as tombé. Fait que tu ne peux pas poursuivre personne. Tu te casses une jambe, ton enfant il tombe puis il se blesse gravement. C'est de ta faute. Moi, j'aime ça, le volet de responsabilisation dans un sens. Mais ça vient qu'un laisser-vivre extraordinaire et qu'il n'y a personne qui t'écœure ici. Je ne vois jamais de policiers nulle part. Genre, c'est très rare. C'est
on va vraiment à la paix, pour vrai. Il y a comme, tu sens jamais une force externe qui est comme, tu sais, menaçante, qui surveille ou comme, non. Puis si vous regardez sur Google, encore une fois, le Portugal, dépendamment de quel site web vous allez regarder, là, c'est le deuxième ou troisième pays le plus sécuritaire au monde en 2022. Wow. Donc, malgré tout ça, là, les gens ici se comportent de manière très civilisée, sont très respectueux, ils voient leurs affaires, ils n'écœurent pas leurs voisins. Il y a vraiment un laisser-vivre précieux que moi, j'adore vraiment beaucoup. Là. Ça me fait vraiment du bien de me sentir libre totalement. Et les gens sont respectueux. Oui, les gens peuvent être libres et respectueux. Et le Portugal, je pense que c'est une belle démonstration. Le taux de criminalité aussi qui est très, très bas. Euh, c'est un pays qui est très ouvert aussi sur l'encadrement, donc des personnes qui ont des défis avec la toxicomanie, par exemple. Donc, toutes les drogues sont décriminalisées, la possession de drogue, donc en petite quantité personnelle, donc peu importe la substance. Et si on t'arrête avec une substance quelconque, on va pas t'envoyer en prison comme c'est le cas au Canada et surtout aux États-Unis. On va en fait te faire rencontrer trois personnes, donc un psychiatre, un médecin et un travailleur social. On va évaluer ton état de santé, ton état psychologique, tes habiletés sociales et on va t'encadrer finalement. On va t'envoyer en détox, on va te faire travailler parce que le gouvernement portugais a des subventions aussi pour les entreprises qui vont payer pour la moitié du salaire de quelqu'un qui vit avec un défi de dépendance ou qui vient de sortir de prison, par exemple. Il y a vraiment beaucoup d'efforts qui est mis sur la réinsertion et l'encadrement plutôt que la punition. Et ça porte ses fruits depuis 2008. Donc, le modèle portugais est étudié par plusieurs pays dans le monde depuis que les résultats sont éloquents, là, que la répression, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, les personnes le taux de récidive ou de rechute est extrêmement élevé, alors que l'encadrement, le soutien, l'appui, ça fonctionne pour aider ces personnes-là. C'est intéressant parce que je connais pas beaucoup, je connais pas du tout le Portugal, fait que je trouve ça super intéressant ce que tu racontes. Puis c'est vrai que plus qu'on veut mettre des règles, plus qu'on veut punir quelqu'un, mais Mhm. quand il y a des règles, surtout quand on est latin, c'est comment on peut détourner la règle, tu sais? Ouais. Exact. Alors que c'est bien de justement d'aller vers la réinsertion. Et ça Mhm. rejoint en fait aussi ta valeur de liberté, toi qui aimes, qui faut la Ben oui, et liberté. puis c'est un autre exemple parmi plusieurs autres. Là, je veux dire, le Portugal, il y a 300 jours de soleil aussi par année. C'est un pays qui est presque carboneutre, donc son objectif c'est 2025. Donc il y a beaucoup d'éoliennes, il y a beaucoup d'énergie solaire aussi, c'est très accessible. Euh, je veux dire, au niveau de la fiscalité aussi, il y a comme des avantages fiscaux pour les étrangers, en tout cas. Là, il y a le visa RNH qui permet d'avoir 10% de taxation seulement pendant 10 ans. Et aussi le Golden Visa, donc si tu es un expatrié que tu investis minimum 350 000 euros en liquide sur une propriété immobilière, tu peux obtenir ton visa, donc ta résidence permanente au Portugal pour pouvoir circuler librement. Donc ça a attiré beaucoup d'expatriés de qualité, là, je dirais, donc des gens en fin de carrière, qui sont à la retraite ou des gens qui veulent diversifier leur portfolio. Et ça a aidé à remonter l'économie beaucoup du Portugal, là, qui est vraiment sur une belle tangente en comparaison à beaucoup d'autres pays dans l'Union européenne. Et est-ce que justement ça choque les Portugais de se faire enlever leur patrimoine ou au contraire ils se disent ben, c'est quand même bien parce que nous on n'est pas capable de l'entretenir puis il y a des rénovations tout ça ou tu sais C'est une très bonne question, tout à fait valable. Et je pense que l'opinion est mitigée parce que j'avais déjà questionné quelqu'un qui était notre guide pour un tour de la vallée du Douro. Puis lui, il semblait très en faveur de ça, mais tu sais, c'est quand même un guide touristique aussi. Ça fait que tu sais, le tourisme puis les gens qui viennent d'ailleurs, c'est ça qui lui fait gagner sa vie. Fait que je pense que ça dépend. Par contre, si tu demandes au Portugais moyen qui n'est pas capable de se trouver un logement à Lisbonne ou à Porto parce que tout est alloué sur Airbnb à court terme, je pense que lui, il va trouver ça moins agréable, tu sais, avec raison aussi. Alors, je pense que c'est très mitigé, hein. Ça dépend beaucoup dans quelle ville est-ce que tu demandes et à qui exactement est-ce que tu poses la question, là. OK. Et ben, on est un peu dans la bureaucratie, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent, ben, peut-être pas beaucoup, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que
on peut facilement partir en Europe, puis se trouver un travail, puis avoir notre permis de travail, et hop. Moi, personnellement, j'ai été 10 ans sans avoir le droit de travailler. Mhm. Donc, je voulais savoir, toi, ton expérience ou parce que là, les règles ont changé depuis. Moi, Mhm. 1987, ça fait quand même longtemps. Oui. Euh, Alors, ben, c'est une très bonne question. Et tout à l'heure, je vous ai dit une vous venez pas au Portugal pour la bureaucratie, hein, donc c'était une des pires choses. Puis là, tu viens pas non plus au Portugal pour te trouver un emploi. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des Portugais qui attendent, qui recherchent des emplois. Le salaire minimum ici c'est un problème encore. Il est très bas en comparaison des prix qui augmentent là, sans cesse, justement à cause de, ben, oui, l'inflation dernièrement, mais le tourisme, tu sais, à court terme, tout ça. Alors, le travail ici, c'est pas. Tu viens pas de chercher un travail au Portugal, donc il faut que tu amènes ton travail ici, mais le Portugal a créé justement un écosystème pour que des travailleurs autonomes puissent venir travailler ici. Donc, il y a le visa D7 qui te permet de venir ici pendant 1 an ou 2, je pense, travailler donc de ton ordinateur au Portugal, avoir des avantages au niveau de la fiscalité aussi. Le Portugal est à 96 ou 17% couvert de l'Internet, la fibre. Donc, moi, je suis dans la campagne ici, là. Je suis quasiment dans un trou. Là. Au Québec, on dirait que je suis dans un trou, alors que je suis à 5 minutes de l'autoroute. J'étais à 25 minutes de Coimbra, donc qui est une grande ville avec tous les services. Mais je suis en campagne. Là. Et j'ai l'Internet qui va jusqu'à 1 Tera par seconde. Là, moi, j'ai le forfait 500. Là. Mais juste pour vous dire que le Portugal est conscient que en développant son réseau d'Internet, il va attirer plus de gens qui travaillent sur le web, parce qu'on est en 2022, 2023 bientôt, donc il y a beaucoup de gens qui ont un emploi sur le web. Alors, de plus en plus d'expatriés choisissent d'aller s'installer au Portugal parce qu'ils ont déjà un travail et parce qu'il y a des avantages et une certaine facilité quand même avec le visa D7 à venir passer un petit peu de temps ici. Et, euh, et voilà, fait que c'est ça. Tu ne vas pas ici pour te trouver un emploi et il y a des défis au niveau de la productivité. Ici, moi, j'ai une autre entreprise dont je ne t'ai pas parlé, mais qui s'appelle l'Académie 2080 avec un associé qui lui est un expert en performance organisationnelle. Donc, comment éliminer les gaspillages, comment éliminer les activités à non-valeur ajoutée dans une entreprise de services ou de produits. Le Portugal, il y a beaucoup d'entreprises de produits quand même et la mentalité, malheureusement, elle est très les gens ne sont pas très productifs ici. Ce sont des gens qui vont faire le minimum d'efforts, en fait. Puis, c'est toute une culture parce qu'il n'y a pas d'incitatif nécessairement pour ces gens-là à en faire plus. Donc, ils se diraient pourquoi je ferais plus d'efforts si mon voisin il fait l'effort minimal et il va avoir le même salaire que moi, tu sais. Fait que ça pollue un peu le mindset. Et c'est un gros défi de la productivité, là. Le gouvernement en parle d'ailleurs là, au niveau des prochaines années. Essaie de changer la culture justement du travail par rapport à ça. Mais les Portugais ont la valeur de la famille très forte et ça, c'est une des raisons pourquoi je voulais même m'installer ici. Donc, les gens sont ils prennent des time-out, tu sais. Ils en prennent comme peut-être parfois trop, mais ils prennent des pauses. Et tu sais, le week-end, ils ne travaillent pas. Le dimanche, là, comme tout est fermé le dimanche, là, comme, à part les gros services essentiels, mais tu sais, comme c'est le fun que vraiment les gens sont. Quand ton environnement est en time-out, toi, ça te force aussi à faire un time-out. Puis ça, c'est pour ça que une des multiples raisons là, pourquoi on a choisi de s'installer ici. Parce que moi, justement, des fois, j'ai de la misère à décrocher. Mais le dimanche, tout le monde va à la plage en famille, tu sais, ils vont faire un pique-nique en famille dans les terres. Tu sais, fait que c'est beau à voir. C'est une belle. On dirait qu'on a perdu ça au Québec. On n'est pas aussi près de nos familles. C'est comme si à 18 ans, on veut s'en aller au plus vite. Tu sais. Il y a comme une mentalité de on doit s'en aller tu sais, de chez nous. Alors que pourquoi, tu sais? Je veux dire, on regarde les Asiatiques qui, eux, vivent comme 3 générations dans une maison. Il y a une raison pourquoi les Asiatiques, c'est une puissance financière mondiale. Là. Parce que quand tu habites dans la maison, que c'est tes grands-parents qui ont payé, que ton travail, ton salaire, tu le fais, puis tu peux le garder, puis tu peux l'investir, ben, tu vas avoir une liberté financière beaucoup plus tôt. Tu sais, fait que t'as moins d'intimité, c'est sûr, c'est des compromis, puis tout ça. Mais au Québec, on dirait qu'on est juste comme, on veut s'en aller, on veut faire des affaires nous-mêmes, puis là, on s'éloigne de nos familles. Puis on est dans la misère aussi parce que c'est dur, là, comme financièrement et tout, les temps sont durs. Donc, les Portugais sont très familiales quand même. Pas autant que les Asiatiques, mais beaucoup plus. C'est comme entre les deux, je te vous dirais. Là, fait que c'est ça. Et quand tu penses, parce que justement, tu parles de famille,
Ouais. Justement, tu as quand même quitté ta famille au Québec. Oui. Bon, là, ça fait pas très longtemps. Tu n'as peut-être pas encore le mal de pays où ta famille te manque. Tu vas au Québec encore, tout ça. Mais comment tu vis ça? Oui, donc très bonne question. Écoute, je le vis très bien. Je pense que ma mère au début était un peu. Tu sais, mes parents m'ont toujours supporté à 200%. J'ai les meilleurs parents du monde. J'ai vraiment gagné la loterie de la famille, là, tu sais, qu'on ne choisit pas notre famille quand on est sur la Terre, mais je suis vraiment tombé sur la meilleure famille. Et j'ai senti que ma mère était un peu comme déçue que je m'éloigne d'elle, surtout que comme bon, mes parents vieillissent, tu sais. Sauf que j'ai fait prendre conscience de quelque chose d'extrêmement puissant qui va comme suit. C'est que là, la fréquence à laquelle j'allais voir mes parents, c'était un week-end par mois ou par 6 semaines, tu sais. Donc, dans le top de l'année, j'allais passer peut-être comme maximum 3 semaines chez mes parents, tu sais, et étalé dans le temps. Mais là, ce qui se produit, c'est que mes parents sont à la retraite, donc ils voyagent déjà beaucoup. Donc, mes parents ont la chance d'être en santé encore, de pouvoir voyager donc librement et régulièrement. Fait que là, vois-tu, le fin janvier, mes parents viennent passer 2 semaines et demie. Et au mois de septembre 2023, mes parents reviennent 3 semaines avec ma soeur et son conjoint. Fait que là, on va passer 5 semaines déjà, donc beaucoup plus de temps. Puis un week-end, c'est cool, c'est correct, mais t'as pas le temps d'aller en surface, tu n'es pas vraiment avec la personne. Mais quand tu passes 2 semaines, 3 semaines, là, tu peux aller dans plus de profondeur et de connexion, tu sais. Fait que j'ai fait prendre conscience de ça, puis je pense que ça l'a rassuré. Et moi, je veux dire, je reste un Montréalais de cœur, là, tu sais. Je me suis questionné à savoir j'étais un citadin de quel endroit, tu sais. Puis selon mes valeurs et mon mindset, mon épouse a dit, toi, t'es un Montréalais, tu sais. Là, j'ai réfléchi à ça, puis je fais comme c'est vrai. Tu sais, j'ai habité 13 ans à Montréal, puis je me suis considéré comme un Montréalais, même si je suis né à Ottawa, puis j'ai grandi en Outaouais euh, à partir de 6 mois jusqu'à 23 ans. De 23 ans jusqu'à tout récemment, j'ai passé beaucoup de temps à Montréal et dans le cœur, je suis un Montréalais. Puis je ne sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Mon idée m'est échappée en me rappelant mes souvenirs à Montréal, mais euh, On parlait du mal du pays, la famille, tout oui, ça. ah oui, merci beaucoup. Donc, c'est ça, en fait, je vais retourner à chaque année quand même au Québec parce que j'ai mon associé, ma partenaire d'affaires, donc Annick La Parfaite, qui est au Québec. J'ai beaucoup de clients au Québec. Tu sais, je suis retourné le mois dernier, j'avais des engagements professionnels que je me suis booké au Québec. Donc, je vais retourner quand même au Québec au moins une semaine minimum, 1 à 4 semaines par année quand même, tu sais. Donc, donc, ça se passe, bon, au niveau de la famille, ça se passe très bien. Mes parents sont contents pour nous, tu sais, ils sont contents de voir que leur garçon, puis leur bru, ils ont trouvé leur domaine de rêve. Ils ont toujours appuyé là-dedans. Ils ont aidé un petit peu financièrement aussi. Ça a été vraiment, comme je dis, une bénédiction de les avoir. Ils n'ont pas toujours été d'accord avec la manière de vivre ma vie, mais ils m'ont toujours supporté malgré tout, malgré les différences. Alors, c'est pour ça que je leur lève mon chapeau. C'est des humains extraordinaires. On est vraiment différents, mais c'est les personnes c'est mes fans numéro un malgré nos différences et ça se passe bien. C'est pas du tout un enjeu le fait d'être parti là, pour l'instant. C'est sûr que plus tard, si mes parents tombent malades ou que là, c'est sûr que moi, je vais me rapprocher d'eux, donc il va peut-être avoir un pied à terre au Canada. À ce moment-là, on verra comment ça va. Mais pour l'instant, là, c'est pas du tout un défi, là. Puis même qu'il y en a beaucoup d'amis là, qui sont comme Hey, êtes-vous prêt avec votre deuxième maison à louer? Parce que c'est ça, on a acheté un espace là, où est-ce que nous, on habite dans une maison, mais il y a une autre maison à mettre en sous-location. Puis on a un beau grand terrain. Fait que là, on a beaucoup d'amis qui veulent venir passer une semaine. Puis fait que ça, c'est le fun aussi. Là, ça sera plus juste une soirée l'été, tu sais, qu'on voit tout le monde. Ils vont venir une semaine, booker, pas de travail. Tu sais, c'est ça qui est le fun d'être ailleurs comme ça. Les gens viennent, ils sont vraiment présents là, plus parce que comme il y a pas, ils sont sortis complètement de leur environnement normal de distraction. Puis ils sont en vacances, comme on disait au début, tu sais, fait qu'ils sont là pour passer du temps avec toi, faire des activités agréables. Donc, je pense que globalement, ça va juste être positif pour mes relations d'être installé à l'étranger. Puis justement, tu me disais un peu que c'était comme ton projet commun, c'était votre rêve de couple en fait que vous êtes en train de réaliser, mais que c'est pas quelque chose qui a été quand même facile à avoir aujourd'hui. Ça a pris 4 ans. Donc, si avais envie de nous raconter un peu, je sais pas moi, les embûches, euh,
les défis, les challenges que vous avez dû surmonter aussi comme couple et pour avoir ce que vous avez aujourd'hui et nous parler de ce rêve que vous voulez réaliser tous les deux. Écoute, Daniel, c'est une très, très puissante question que tu me poses là. Je pense que je pourrais tellement t'en parler longtemps. Là, ça semble beau, tout ça. Si je vous parle depuis le début, je vous raconte le Portugal, c'est bien. J'ai mis quelques bémols sur certains points, mais globalement, vous constatez que j'apprécie énormément où est-ce que je suis et ce que je suis en train de créer. Sauf que il y a une chose qui est importante que vous compreniez tous, c'est que ça a été fucking difficile, là. Ça a été, puis je m'excuse, c'est un mauvais mot, mais c'est pour mettre l'emphase sur le degré de, de difficulté que ça a été de se rendre là, tu sais. Euh, je veux dire, au niveau de tous les défis que je vous ai énumérés, donc tantôt par rapport à ce que ça impliquait de s'installer dans un pays, ça, c'est la partie qui commence une fois que tu es installé, une fois que tu as trouvé le lieu. Tu sais. Il faut tout que tu transposes tes choses, tes façons de faire dans ce nouvel espace-là. Mais avant tout ça, il y a encore plein de défis que je n'ai pas eu la chance encore de discuter, qui est de trouver l'endroit. Donc, il faut comprendre que on ne peut pas acheter un lieu de rêve sans être physiquement sur place dans le pays. Je veux dire, on ne peut pas comme acheter en ligne une maison, faire comme hey, on va acheter ça. Comme non, non, faut qu'on aille voir. Puis particulièrement au Portugal, parce que l'immobilier ici, ça fonctionne d'une manière très, très, très différente du Canada et c'est très, très dysfonctionnel. Et je vous explique des petits exemples pour que vous compreniez à quel point c'est pas agréable de chercher une maison au Portugal. Euh, donc, il y a des centaines d'agences immobilières. Donc, moi, je pourrais m'ouvrir une agence immobilière et les gens travaillent en silo. Alors, il n'y a aucune communication entre les différentes agences et il n'y a pas d'agent immobilier pour les acheteurs. OK? Donc, les vendeurs peuvent avoir plus qu'une agence. Donc, il y a des maisons ils ont 5 agences qui compétitionnent entre elles pour la même maison. Puis là, donc ça, c'est une aberration, ça ne fait aucun sens. Et ça fait que les gens, donc, quand tu vas voir une agence, toi, tu arrives dans une agence, mais là, ils te prennent sur leur aile, puis là, bon, ils font semblant d'écouter les besoins que tu as, que de ce que tu recherches, mais la réalité, c'est qu'ils vont juste te montrer les maisons qu'ils ont sur leur listing à eux, tu sais. Puis ils donnent jamais les adresses exactes, OK, des propriétés parce qu'ils ne veulent pas perdre leur listing. Ils ne savent pas si tu es comme d'une autre agence ou comme si tu vas leur voler leur listing, tu sais. Donc, ils te donnent rendez-vous une journée à telle heure, puis là, tu embarques avec l'agent d'immeuble, puis là, tu conduis jusqu'à la maison, tu sais. Mais la quantité de temps perdu, c'est une aberration. Tu n'as pas l'adresse, donc tu ne peux pas aller voir avec Google Street comme le quartier. Alors, on arrivait sur des maisons, on a vu des belles maisons en photo, puis tu arrives dans un village, puis là, tu débarques de l'auto, puis tu as comme 25 chiens dans les maisons autour qui jappent à profusion, parce que ça, c'est un fléau au Portugal, les chiens, là, en fait. Là. Donc, tout le monde a un chien de garde qui est pas dressé, puis il fait juste japper constamment. Fait que genre, tu marches dans une maison, puis comme tu as un chien qui jappe, genre, puis là, tu as juste le maître qui est assis, puis qui te regarde, puis qui dit rien. Puis quelqu'un qui vient du Canada, du Québec, comme gère ton chien, là, genre, comme il y a un clash, il y a un clash culturel, tu sais, comme j'adore les animaux, et ben, tu sais, gère-le, tu sais, comme dresse-le, comme montre-lui le cadre et les limites qu'il a besoin pour, de un, être bien en tant qu'animal et de deux, pas perturber sans arrêt l'environnement autour, tu sais. Mais eux, ils naissent avec des chiens qui jappent, puis ils partent avec des chiens qui jappent, fait que c'est naturel pour eux, tu sais. Alors, ça, tu ne le sais pas tant que tu n'as pas perdu ton temps finalement d'aller avec l'agent. Fait que ça a été beaucoup de temps perdu, de frustration. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui est un Français qui s'est installé au Portugal et qui s'est lancé en affaires un peu comme un agent d'immeuble pour les acheteurs. Donc, il a pris cette position-là. Puis, étant donné qu'il parle portugais, donc il nous a donné un coup de main, mais c'est ça, c'était pas parfait. Ça a été beaucoup de recherches par nous-mêmes de manière. J'ai passé tellement d'heures, Daniel, à regarder sur Google Earth, Google Earth avec le satellite. Parce qu'il y a des photos de maison qui étaient prises comme d'en haut. Puis j'arrivais comme dans 75% du temps, juste avec les photos du listing puis la zone, j'arrivais moi-même à trouver la maison. Mais ça me prenait du gros temps perdu, là, tu sais. En tout cas, fait que ça a été déjà là, juste tout, alors que moi, je dois travailler, là. Je veux dire, je suis plus, tu sais, on passe 3 mois en 2018 au Portugal, 5 mois en 2019 parce qu'on doit être sur les lieux pour trouver quelque chose, mais il faut que je continue à travailler là, parce qu'on n'a pas de travail pendant ça. Là. Moi, je travaille sur le web, mais il faut que je mette ce temps-là quand même, tu sais. Alors, c'est beaucoup ma conjointe Thalie qui s'occupait de ça, puis heureusement, c'est quelqu'un qui est très
très patiente, elle est très minutieuse quand même, puis elle a vraiment cette qualité-là de très posée. Moi, je suis plus dans l'intensité du moment, je suis plus passionné, tu sais, donc il y a des choses pour lesquelles j'ai un peu moins de patience qu'elle, tu sais, elle pouvait s'en occuper. Ça fait qu'on on était une bonne équipe pour ça, puis ça prend ça. C'est quand que c'est un projet de couple de s'installer à l'étranger parce que ça peut être une. Il y a des couples qui peuvent se briser, là, parce que là, tu arrives dans des problématiques que le couple normal n'a pas à gérer, qui sont d'un autre degré, là. Je veux dire, faut vraiment que de un, les deux partenaires soient sur la même longueur d'onde, donc qu'ils veulent autant l'un que l'autre ce projet-là, et qu'ils le voient comme quelque chose que c'est all-in, là. Comme, tu peux pas te laisser une petite porte en arrière, comme au cas où il faut que tu te commettes à fond, surtout un projet de notre style, là, parce que tu sais, on n'est pas les seuls expats qui cherchaient un espace pour habiter avec l'intimité, mais aussi une autre section que c'était possible de générer des revenus et d'avoir un terrain. Tu sais, donc les biens partent extrêmement vite au Portugal aussi. On était les troisièmes à visiter la maison. Plusieurs propriétés qu'on devait visiter, comme on bouquait un rendez-vous, puis le lendemain, était comme, oh non, ça a été vendu, là, comme des maisons qui se vendent en comme 24 heures. Là. Ça arrive souvent, là, comme ça va vite. Les gens investissent au Portugal pour plusieurs raisons que j'ai brièvement survolées tantôt. Mais le marché est très agressif et le système est très dysfonctionnel. Et il y a des aberrations, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration. Donc, moi, j'ai été très frustré par ce processus-là à plusieurs niveaux. Mais j'ai jamais abandonné parce que c'était ça le projet. Puis même qu'au début, initialement, c'était un peu le projet plus de ma conjointe qui est européenne, puis qui avait lancé l'idée. Puis moi, je suis super ouvert. Puis comme je disais au début, j'aime beaucoup voyager. Donc, j'ai vraiment comme embarqué dans cette idée-là. Et au fil du temps, c'est venu vraiment comme prendre plus de sens avec ce que je faisais en tant que coach, puis avec mon désir de connecter avec les gens, puis j'aime faire vivre des expériences aux gens. Donc, est venue l'idée de proposer des retraites de coaching vacances au Portugal. Ça s'est comme dessiné au fil du temps. Fait que ce projet-là n'était pas nécessairement le mien au départ, qui venait de Thalie. À un moment donné, je me suis comme approprié, puis elle a commencé à perdre espoir aussi. Fait que ça a été bon que moi, je gagnais de l'espoir alors qu'elle, elle en perdait parce que j'ai pu, là, au début, c'était elle qui me motivait un peu plus. Puis là, à un moment donné, dans le processus, c'est moi qui étais comme, ben non, tu sais, on peut pas abandonner. C'est comme. Fait qu'on a vraiment été une bonne équipe à ce niveau-là parce qu'il y a tout le volet justement du mindset, là, du changement, de ne pas savoir, d'essayer que ça ne marche pas, de perdre des sous, là, parce que tu prends l'avion, faut que tu loues des voitures, il faut que tu loues des appartements, pour que ça coûte, là. Ça coûte beaucoup plus que quand tu restes chez toi à rien faire. Tu sais. Donc, là, il y a eu la pandémie. Aïe, 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 la pandémie qui est arrivée sur la cerise sur le Sunday. Là, confiné dans un condo, centre-ville de Montréal, avec, tu sais, quand tu regardes par la fenêtre, là, tu vois ton voisin, l'autre bord, là, comme qui te fait des halos, là. Là, je regarde dehors, puis là, je vois 40 oliviers, puis comme de la verdure à perte de vue, puis je suis comme, c'est pour ça que j'ai fait ça, tu sais. Je me rappelle maintenant, puis je le savoure, mais 2 ans confiné dans un condo, c'était comme, je pensais que j'étais fait fort, puis que j'étais pour être capable, puis j'ai failli pas être capable là, de passer au travers dans le sens que j'ai failli comme avoir besoin comme plus d'aide que j'étais allé chercher, tu sais. Mais ça a été vraiment ça a été extrêmement difficile. Puis heureusement que bon, moi puis Thalie, on est ensemble depuis 11 ans, malgré le degré de difficulté qu'on a eu à passer au travers autant comme dans notre relation à nous deux, que juste dans nos vies respectives, le personnel, professionnel, tout ce que ça a généré. Moi, j'ai pu m'accrocher au fait. Ce qui m'a sauvé, c'est que la pandémie m'a permis de pousser mon travail de coaching, donc à un degré inégalé. Alors qu'il y avait des subventions du gouvernement, j'ai été capable de donner beaucoup d'énergie là-dessus. Puis ça a été un peu le tremplin. Là, comme ça a été dur dans le moment, mais ça aurait été différent si je n'aurais pas eu ce push-là que j'ai donné pendant une bonne année complète. Mais c'est ça, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais là, j'ai vraiment l'impression on en sort un peu échymosé, on est un peu poqué, comme on dit au Québec. Mais on a, comme je t'expliquais hors honte, ce sentiment-là maintenant de paix qui est vraiment dur à expliquer, là, cette espèce de. Quand tu es quand tu un peu obsédé vers une quête quelconque, ça devient épuisant. Tu sais. Puis moi, je suis un peu comme ça, je suis un peu obsessif par rapport à certaines choses qui sont vraiment importantes pour moi, comme mon travail, comme mon projet au Portugal. Ça a été vraiment comme un all-in, tu sais, no matter what.
comme je vais pas prendre une pause quand ça va être fini. Puis oui, ça m'a servi dans un sens, ce mindset-là, absolument. C'est comme, je pense que je suis pas sûr qu'on aurait pu réussir si j'aurais eu un mindset plus passif. Ma conjointe, elle est un peu plus passive, mais c'est pour ça on s'équilibre. OK? C'est ça qui est beau dans la dynamique, là. C'est que moi, je lui donne un peu l'énergie qu'elle a besoin quand elle en a besoin, puis elle me calme quand j'ai besoin qu'on me calme. Et, euh, et c'est ça, donc je me rappelle plus encore, l'idée m'a échappé, mais écoute, c'est ça, on regarde, oui, la paix, le sentiment de paix. Maintenant, on regarde tout le chemin parcouru, puis c'est très apaisant. Puis je pense que c'est ça, plus tu vas pousser ta zone de confort loin, plus tu vas te mettre dans une situation inconfortable, puis que tu vas quand même naviguer, puis tu vas quand même, tu sais, garder la tête haute, même si tu comprends pas nécessairement pourquoi, même si tu vis des émotions difficiles, ben j'ai la profonde conviction que comme l'univers, là, manigance, c'est toujours en notre faveur. Tu sais, c'est une bonne intention, puis là, je comprends maintenant pourquoi on s'est lancé ça comme défi, puis on a eu à vivre tous les défis qu'on a eus. Et c'est très apaisant de savoir que, d'un, je me sens très solide avec ma compagne pour, je veux dire, là, on peut faire face à n'importe quelle épreuve. Là. Je veux dire, on a une confiance renouvelée, puis notre rêve est en train de se réaliser. Là, tu sais, je veux dire, on est encore dans le wow. Puis je pense que je vais vraiment garder ce wow-là comme tout le temps. Je te disais hors d'onde aussi, là, le matin, je bois mon café, puis je regarde au loin, puis je suis comme juste wow, c'est ça, tu sais. Il y a les orangers, citronniers, oliviers, j'entends les oiseaux, et le petit clocher là, qui vient juste de sonner parce qu'il est 15 heures ici. Puis j'entends la cloche de l'église, là. C'est ça, moi, qui me dit quelle heure qu'il est. Ça me rappelle pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et je regarde la suite de ma vie, maintenant installée ici. Puis oui, évidemment, la vie est remplie d'incertitudes puis de choses que tu ne contrôles pas, mais dans les éléments que je contrôle, c'est juste des belles choses qui s'en viennent. C'est juste des belles choses avec un alignement complet du côté professionnel, personnel. Donc là, Thalie, qui travaille en cinéma, en hôtellerie au Québec, n'a jamais eu vraiment de projet comme à elle. Tu sais. On n'a jamais eu de projet commun. C'est important d'avoir des projets communs quand on est en couple. Hein. Donc, tu pourrais nous en parler, là, Daniel. Et là, on a un projet commun enfin. Et ça va être comme le projet de Thalie, c'est le volet de la location. Elle va m'aider à organiser les retraites de coaching parce qu'elle est très bonne dans la planification. Tu sais, elle a été un peu dans l'ombre pendant tout ce temps-là, pendant que moi, je devais travailler. Elle s'occupait de gérer les voitures de location, gérer les assurances, gérer les rendez-vous pour les maisons. Tu sais, c'est un peu la job plate là, qu'elle a fait depuis 4 ans. Tu sais. Puis là enfin, je veux vraiment l'aider à avoir son projet qui va être notre projet, mais dont elle va s'en occuper, puis la mettre un peu plus en lumière, tu sais, parce qu'elle la mérite tellement. Puis pour nous deux, c'est ça, ça devient une raison commune de tu sais, continuer à avancer puis développer ça. Puis c'est très nourrissant aussi là, pour quelqu'un de sociable comme moi de faire vivre des expériences positives. On avait une maison sur Airbnb quand on partait en voyage parce qu'on aimait ça, donc faire vivre des expériences aux gens. Euh, Ma conjointe a une maîtrise en développement du tourisme, elle travaille en hôtellerie, restauration. Fait que, tu sais, l'expérience client, on connaît ça, on aime ça. On est des personnes qui aiment ça, que les gens se sentent bien autour de nous. Donc, ça va définitivement nous servir pour la suite. Puis, c'est ça, c'est juste là, c'est le fun, puis là, c'est beau. Mais il y a des moments où on ne voyait pas le bout. Tu sais. Il y a des moments où on était dans la noirceur totale, puis la seule chose de laquelle on peut s'accrocher, c'est l'espoir que ça fonctionne. Tu sais. Puis c'est ça aussi que ça prend, c'est que ça prend assez de foi en soi et en l'univers et en le projet pour être capable, quand tu es dans un moment de noirceur, de comme pas, pas abandonner, sortir puis ouvrir la lumière. Tu sais, comme ça serait facile de faire, mais continuer à marcher vers ton rêve, vers ce que je te décris, là. Je te décris mon rêve en ce moment qui prend forme, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, je me rends compte de ce que je te dis, c'est mon rêve que j'ai créé avec ma conjointe de toutes pièces, mais ça a été vraiment, vraiment difficile. Mais tu sais, l'expérience de la vie, moi, c'est ça, je veux dire, je sais que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes valeurs que moi ou ce désir de voyage-là, puis c'est OK, là, je parle de mon histoire en ce moment, et pour moi, vivre ma vie, c'est pas d'une aucune autre façon. C'est de continuer à avancer jusqu'à ce que je trouve ma paix puis mon alignement avec qu'est-ce que je fais ici,
puis comment je veux vivre ma vie, tu sais. Puis ça a été c'est une quête sans fin, mais depuis les 2 dernières années, je te dirais, là, énormément de clarté à cet égard-là qui est apparu. Mais parce que j'ai essayé plein de choses, j'ai pas abandonné, j'ai toujours continué. Puis si vous êtes pour les gens qui nous écoutent, là, si vous êtes perdu un peu en ce moment, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est juste de continuer à être dans l'action. Parce que même si vous ne savez pas exactement où est-ce que vous vous en allez ou que c'est pas clair, vous allez brasser de l'énergie, vous allez créer des opportunités, vous allez rencontrer quelqu'un qui va présenter quelqu'un, il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais de grâce, ne vous arrêtez pas. La pire chose qu'on peut faire, c'est s'arrêter complètement. Il faut rester toujours en action. Et moi, ça m'a beaucoup servi. Puis c'est ça, je suis reconnaissant envers la vie, mais en même temps, si j'aurais pas pu vivre ma vie autrement, si j'ai juste vécu ma vie selon mon ressenti, puis je pense que c'est ça que tout le monde doit faire, en fait. On doit écouter notre petite voix, puis on doit lui donner une importance. On n'apprend pas malheureusement à l'écouter, cette petite voix-là. On ne nous montre pas comment à l'école ou dans notre famille, mais la journée où j'ai tourné mon regard vers l'intérieur, c'est là que tout a commencé à changer. Puis au début, les gens ne comprenaient pas nécessairement certaines choses que je faisais, mais j'ai juste continué. Puis là, ça m'apporte toute l'abondance que j'ai aujourd'hui. Donc, votre petite voix, là, très, très important de l'écouter. C'est très important, puis c'est très puissant ce que tu nous dis, tu sais. C'est Mhm. comme aussi, c'est ça, c'est de continuer à croire à nos rêves. Parce que des fois, Mhm. il y a des gens qui comprennent pas pourquoi on fait ça. Il y a plein de monde qui ne vont pas Euh, comprendre. Il y a plein de monde qui ne comprendront pas. Ça C'est va avoir de la l'acharnement, résistance. Oui. pourquoi ils font Et, ça, ils s'en vont dans le mur, tout ça. et pas Mais des inconnus. Pas c'est nécessairement ça. des inconnus, des gens qu'on aime, qui sont proches de nous, Oui. qui normalement nous appuient, et là ne comprendront pas soudainement qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est très difficile à gérer, la résistance des proches, lorsqu'on nous, on entame un changement. Mais quand on est capable de prendre la hauteur et de comprendre que la résistance que notre mère ou notre père ou nos amis nous donnent, c'est rien contre nous. C'est plutôt juste le reflet de eux, où ils en sont dans leur système de croyance, dans leur zone de travail à eux. Donc, ça permet de dédramatiser énormément quand on est capable de comprendre que quand quelqu'un te fait part de ses préoccupations ou de ses inquiétudes, c'est parce qu'il t'aime à la base. Il veut te protéger. Il veut pas que tu te blesses ou que tu te trompes ou que tu perds du temps ou de l'argent. Ces gens-là, ils nous aiment, mais ils ont pas le même système de croyance que nous. Alors, c'est un peu le reflet aussi de leurs limitations ou de leurs croyances à eux qu'eux ne feraient pas ça. Tu sais. Mais c'est rien de personnel, jamais. C'est vraiment sur une base d'amour. Mais si on ne le comprend pas, ou même quand on le vit, c'est quand même inconfortable parce que ben, c'est des gens qu'on aime et qu'on respecte, qui. Puis nous, on a des fois de la misère à l'expliquer aussi. Moi, je me rappelle quand je me suis lancé en coaching, puis j'ai commencé à faire une capsule vidéo par jour sur les médias sociaux pendant 1 an. Tu sais, je n'étais pas encore un coach, ça générait aucun dollar, je récoltais aucun courriel. Puis là, mes parents ne comprenaient pas que j'avais 2 maîtrises universitaires. Puis je travaillais dans un restaurant volontairement. Moi, je voulais travailler dans un resto pour avoir le temps de travailler sur mon projet de coaching parce que c'est ça qui me nourrissait. Donc, je préférais faire mon corps de travail au resto et de rentrer à la maison l'esprit tranquille, tu sais, plutôt que d'avoir un poste de gestionnaire dans une entreprise et faire un salaire de 6 chiffres avec des grosses responsabilités qui prennent tout ton temps, gérer des équipes, du stress. Je voulais rien savoir de ça. Alors, je préférais ça, mais mes parents, qui m'ont toujours appuyé de voir leur garçon avec 2 maîtrises travailler comme serveur dans un restaurant italien. C'est dur là, à expliquer. Là. Même s'ils m'aiment et ils veulent mon bien, ils ne comprennent pas là, qu'est-ce qui se passe là, parce que eux, ils ont vécu leur vie comme ça. Ils ont eu 2, 3 emplois, maintenant ils sont retraités, ils ont une belle pension. Moi, je n'aurai pas de pension, il faut que je prévoie ma retraite moi-même à partir de maintenant. T'sais. Donc, eux, ils ont gagné leur vie d'une certaine manière, mais les temps changent. L'Internet est arrivé, la possibilité de travailler sur le web, les connaissances, le partage, c'est tellement rendu accessible. Donc, tu sais, eux, ils ne comprenaient pas, mais puis moi, j'avais de la misère à leur expliquer aussi. C'était pas précis là, ce que je faisais, j'avais pas encore de résultats tangibles. Fait que c'était comme fait que ça, c'est inévitable. Vous allez avoir de la résistance, que ce soit en lien avec un projet entrepreneurial ou un désir de partir, de vous expatrier dans un autre pays. Il y a des gens qui vont vous en vouloir de partir, peut-être aussi parce qu'ils vous aiment, puis ça va les frustrer que vous ne soyez plus autant accessible. Donc, ça va être votre travail de les rassurer, c'est un peu comme j'ai fait avec ma maman, mettre en lumière un peu comment ça va changer, mais c'est quand même possible de maintenir une relation malgré la distance. Là. Donc, il faut être prêt à ça, c'est sûr. Donc, il faut être des personnes très
très capable de gérer l'inconfort, là. Puis, tu sais, le changement, c'est ça, là, c'est inconfortable, notre cerveau n'aime pas ça. Mais L'insécurité. l'insécurité, l'incertitude, oui, puis le cerveau, il n'aime pas ça, l'habitude, l'incertitude. Donc, moi, c'est mon volet le plus difficile à gérer, là, le stress de ne pas savoir. Tu sais, ça me met dans un état anxieux. Puis là, des fois, je vais déverser ma merde sur ma conjointe, mais ça n'a rien à voir là-dedans. Tu sais, mais là, elle est bonne pour me recadrer. Puis là, je suis comme, OK, oui, là, je vais en prendre une marche, je m'en vais m'entraîner un petit peu pour changer les idées. Mais ma zone de travail est là, tu sais, gérer l'incertitude, pas devenir une personne trop désagréable. Tu sais. Mais vous allez faire face à énormément d'adversité, mais il faut regarder pourquoi vous le faites, de un. Et juste, tu sais, quelles sont vos valeurs? Comme on disait tantôt, on est des personnes très libres. La valeur de liberté, c'est très, c'est dans le top. Et ça va guider nos actions. Et c'est pour ça que je suis ici. Quelqu'un qui n'a pas une valeur de liberté dans son top 3, top 5, il ne voudra pas s'installer ailleurs. Là, tu sais, je veux dire, il va y avoir tellement de résistance que ça ne fonctionnera pas. Puis c'est OK. C'est OK. Je veux dire, vous vivez votre vie comme vous le voulez. Il faut la vivre en alignement avec ce que vous ressentez et comment vous êtes. Je pense que c'est la base de la vie. Mais si vous êtes un expert, probablement, fort sont les chances que vous êtes une personne qui est curieuse, qui est passionné de découverte et qui est quand même plus à l'aise un petit peu que la moyenne des gens face au changement et à l'incertitude parce que tu vas avoir un paquet de changements et d'incertitudes pendant un bon bout de temps avant que tu t'acclimates. Donc, mais en même temps, c'est la meilleure façon, je veux dire, pour le cerveau, comme je disais, là, je le réitère, voyager, allez vous installer ailleurs, apprenez une nouvelle langue, changer continuellement d'espace. Pour le cerveau, c'est la meilleure chose pour faire des nouveaux sentiers, chemins, autoroutes neuronales. C'est pour la santé neurologique, là, c'est vraiment, vraiment précieux. Ouais, c'est vrai, puis je veux dire, tu sais, quand que tu parlais de la famille, des fois, qui est les proches, qui ne comprennent pas, c'est en fait, c'est exactement ça. Ils veulent nous protéger parce que eux autres, leur système de référence, c'est leur expérience à eux. Oui. Et à l'époque, la sécurité, c'était d'avoir un travail de Mhm. 20 ans jusqu'à la retraite, d'avoir une retraite du gouvernement, tout ça. Donc, pour eux autres, c'est comme comment ils vont faire pour survivre, puis ils ont peur que ça marche pas. Mais c'est pas Exact. parce qu'ils veulent pas qu'on le fasse, c'est juste qu'ils ont peur pour nous autres, en fait. Tout à fait. Donc, juste le fait de comprendre cette notion-là là, que tu viens d'itérer, je pense que c'est un énorme game changer. Donc, c'est quelque chose de très puissant pour nous aider à mieux naviguer au travers le changement et la résistance des proches. Donc, de comprendre que très souvent, ça vient d'une intention d'amour, mais que ce n'est que le reflet de ce que la personne voit avec la paire de lunettes qu'elle porte. Tu sais. On a toute notre paire de lunettes, t'as des belles lunettes d'ailleurs. Donc, toi, tu vois ta vie selon ta paire de lunettes à toi. Parce que tu es Daniel Bellemare, tu as tes croyances, tu as ta génétique, tu as ton expérience de vie. Et ça, c'est unique à chaque être humain sur la Terre. Donc, et nos croyances, nos expériences viennent filtrer notre perception de la réalité. Donc, ça, c'est d'autres éléments qui peuvent nous aider à vivre une vie plus heureuse, des notions importantes à comprendre. Euh, donc, mais c'est ça, c'est pas mal intentionné, c'est juste, en fait, c'est par amour. Tu sais. Exactement. Puis moi aussi, ma mère, en fait, ma mère, elle avait pas beaucoup voyagé. Et depuis que je suis partie, elle me dit, c'est grâce, au lieu de me dire, c'est sûr qu'elle s'ennuie de moi, tu sais, elle aimerait bien que je sois là-bas près d'elle, mais jamais elle m'a reproché que je sois partie. Parce que pour elle, elle se dit, ah, l'important, c'est ton couple marche. C'est mon bonheur qu'elle veut. Puis à chaque fois, elle est fière parce que c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans ses peurs. Puis elle est venue toute Oui, est venue à 80 ans. Elle se promenait tout seule dans ma ville. Il y a 50 000 habitants. C'est une petite ville. Mais elle partait le matin, puis elle se trouvait des trucs pour se retrouver en prenant des photos des rues sur son téléphone. Puis après, elle revenait avec ses photos pour venir à la maison, tu sais. Puis elle est fière de ça. Puis elle dit, j'ai vu plein d'endroits que jamais je serais allée si c'était pas à l'étranger. Fait qu'elle elle voit ce beau côté-là. c'est tellement magnifique. Puis il y a une leçon très puissante dans ce que tu viens, le beau témoignage que tu viens de nous partager là, c'est que, tu sais, des fois, on se demande comment changer le monde, changer les autres, tu sais, mais ça passe par soi-même, tu sais. Puis en changeant d'environnement, donc en déménageant à l'étranger, c'est une forme de changement. Mais là, dans ton exemple, ça l'a comme forcé ta maman à sortir de sa zone de confort. Et là, elle vient de visiter, elle en est fière, elle voit des nouveaux espaces, elle profite de la vie. Parce que toi, Daniel, tu as décidé et tu as accepté de partir du Québec et d'aller à l'étranger, t'installer donc aux États-Unis, en France et maintenant en Allemagne. Mais voyez-vous comment c'est ça? C'est ça. Quand que nous, on change,
les autres, souvent, autour de nous, vont changer à un moment donné où il n'y a rien de plus puissant que de voir quelqu'un qu'on aime, qu'on respecte, entamer une démarche de changement. Puis quand la personne le fait assez longtemps, ben, à un moment donné, ça commence à indirectement nous influencer parce qu'on se dit, hey, cette personne-là que je respecte, que j'admire, que j'aime, qui est intelligente, fait ça de manière répétée. Ben, je vais, je vais m'intéresser à ça ou je veux en savoir plus, je vais peut-être essayer, tu sais. Alors, c'est ça toute la puissance de changer. Puis peu importe la forme du changement, que ce soit un comportement ou un déménagement, là, comme dans le cas qu'on parle en ce moment, tu sais, c'est une forme de changement extrêmement puissant. Et ça fait vivre des belles expériences inattendues aux gens autour de nous. Et c'est très rare que quelqu'un va pas être content d'avoir voyagé. Moi qui ai eu une expérience terrible, là, mais souvent les gens apprécient de voir des nouvelles choses et sortir de leur patelin. C'est parce que pour les raisons que je disais plus tôt, tu sais, ça leur fait voir des nouvelles choses pour soit améliorer leur vie ou mieux apprécier leur chez eux quand ils retournent après, tu sais. Ouais. Puis aussi, qu'est-ce que tu disais par rapport à ta conjointe, en fait, que bon, elle était un peu dans l'ombre, elle faisait toutes les choses, Mhm. tout ça. Puis c'était drôle parce que avant de faire l'interview, je me disais, oui, est-ce que c'est Tony qui est le conjoint de l'expatrié parce que Thalie est européenne ou c'est Thalie parce que Tony est coach puis elle, tu sais. Fait que c'est un beau projet de couple que vous avez. Puis Tout à fait. puis moi, je trouve, c'est aussi mon expérience, en fait, parce que moi, bon, j'ai fait un compromis beaucoup sur ma carrière. C'est Oui, maintenant mais oui. que je veux sortir de l'ombre aussi. Et j'ai trouvé ce thème-là parce que je suis vraiment passionnée par tout ce qui est étranger, adaptation, enracinement, déracinement. Et en fait, on a passé, moi, je me suis toujours occupée de la vie sociale. On arrive dans un pays, c'est moi qui organisais pour aller vers les gens parce que pour moi, c'est juste naturel. Ah Je ne ah. parle pas une langue, j'ai des mains. Ouais. En plus, je vis à Ravensburg, donc c'est la vie de Ravensburger Spiel, c'est les jeux de société Ravensburger. Donc, on se OK. fait des puzzles. Donc, moi, quand je m'aperçois que mon allemand est tout croche, je leur dis, ben, vous avez qu'à faire votre puzzle, remettez les mots au bon endroit, puis vous allez Wow! comprendre ma phrase. C'est tellement. Quelle façon créative de t'en sortir d'une situation que tu ne comprends pas dans le contexte parfait. J'adore, c'est tellement de belles réponses. Puis on a passé vraiment, on était aux États-Unis, Marco, bon, on s'est retrouvés sans emploi, moi j'avais pas le droit de travailler, tout ça. On a Mhm. vécu en fait des moments qui étaient comme toi, Ouais. des épreuves qui étaient, fallait surmonter. Puis comme couple, souvent parce qu'on dit, je me souviens plus de la statistique, mais je pense que 10 ou même 20% de plus de divorces Ah ouais, hein? Mais je suis pas expatriés étonné. que Non, je suis les pas autres. étonné. Il faut vraiment être fait fort. Il y a plusieurs variables qui vont influencer. Puis s'il y en a un des deux qui commence à flancher, soit au niveau du mindset ou que, tu sais, peu importe qu'il y a un changement important dans sa vie, je sais pas, quelconque, là, qui n'a pas rapport avec l'autre conjoint, ça Mm. peut vraiment, ça peut partir en couille, comme on dit au Québec. Et je suis pas étonné de ces statistiques-là du tout, là. Et donc, c'est important de pouvoir se supporter. Moi, ce que je Oui. faisais, ben, il avait perdu son emploi. Je regardais, je savais un peu son domaine général. Fait que je faisais une présélection sur Internet, je cherchais, puis là, je donnais une présélection. Lui, il Oh, voyait, wow. non, ça marche pas, ça, oui, tout ça. On s'est toujours supporté comme ça. Puis ici, ben, c'est toujours le premier qui me supporte dans tous mes projets que Mhm. je fais parce que qu'est-ce qu'il veut? C'est que je puisse me réaliser. Et ce que Mhm. je vois, c'est pas pour parler de moi, mais je vois le parallèle avec toi. Qu'est-ce que tu fais avec ton épouse? C'est la même Tellement. chose. Vous êtes, puis on est exactement deux tempéraments comme vous. Moi, Mhm. je suis plus comme toi. Et Marco, mon conjoint, il est comme ton épouse. Ah, ah. Plus Donc, dosé, c'est plus ça terre à qui fait notre terre. force, en fait. Mhm. Et ça, Tout je à dirais que fait. c'est la chose la plus importante pour partir comme couple. Tellement. Tu disais qu'il y avait plus de 15-20% de couples qui se divorcent, mais je serais curieux de voir les statistiques inverses, c'est-à-dire ceux qui réussissent à s'installer là, à l'étranger, est-ce que leur couple s'en sort grandi? Je serais curieux d'avoir les stats, probablement que oui, tu sais, parce que tu vis des situations euh, anormales, si on veut, comparativement à la masse de personnes qui ne s'expatrient pas.
Donc, ça t'amène dans des zones inconnues, puis ça te fait vivre des défis inconnus et ça peut définitivement, en fait, j'ai la profonde conviction que ça peut renforcer, solidifier un couple, surtout si on marche vers une vision commune, tu sais, de plus de bonheur, plus de découverte ou dans le cas de moi, Italie, tu sais, ça devient clairement un projet commun. Mais puis c'est ça, moi, je veux dire, un des derniers morceaux euh, pour que ma relation soit comme près de vraiment optimale, tu sais, c'était ça, c'est ça, en fait, c'est celui sur lequel je travaille en ce moment depuis déjà le début du projet, mais c'est de permettre à Thalie de se déployer, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui, moi, je suis plus under the spotlight parce que faut que je me mette de l'avant sur le web, c'est plus naturel pour moi aussi, tu sais. Donc, elle, non, elle aime pas ça, elle veut pas, elle a pas besoin de cette attention-là, tu sais, dans sa vie, mais moi, je veux l'aider à s'élever quand même, tu sais, parce que juste pour le sentiment d'accomplissement puis de contribution, tu sais, puis fait on est en plein là-dedans, fait que je compatis avec vous définitivement, puis on est dans une bonne équipe, et faut être une bonne équipe pour réaliser une installation dans un autre pays ou un projet comme on est en train de faire, là. Sinon, malheureusement, ça ne fera pas long feu. Oui, puis le défi, en fait, de la femme d'expatrié ou le conjoint, des fois, c'est des hommes aussi, là, c'est finalement d'avoir des projets. Moi, j'ai toujours, malgré que j'ai fait un compromis, mais j'ai toujours eu des projets professionnels, j'ai toujours travaillé dessus, puis j'ai jamais lâché, un peu comme toi. Quand je crois en quelque chose, il n'y a personne qui m'arrête, tu sais. Ça peut prendre des années, ça peut prendre 10 ans avant que ça accouche, mais il va accoucher, tu sais. Donc, J'adore, mais tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. C'est ça que les non, gens, dans une non. optique de changement, là, de comportement, je fais un parallèle parce que c'est mon créneau. Mais si on n'abandonne pas puis on répète notre action un petit peu chaque jour, à un moment donné, ça va devenir facile. C'est ça une habitude. Par définition, c'est une action qu'on a répétée tellement souvent que ça devient automatique, tu sais. Donc, si vous abandonnez pas dans ce que vous faites, à un moment donné, vous allez avoir un résultat. Je ne peux pas vous dire exactement quand. Là, toi, tu disais 10 ans à la blague. Ou peut-être que ça a pris vraiment plusieurs années, puis c'est correct, mais tu l'as fait. Tu as le mérite de pouvoir dire, ça m'a pris 10 ans, mais it's done. C'est barré, je l'ai fait. J'ai pas quitté, j'étais allé au bout de ça. C'est une belle fierté, là, ça. Là. Ça s'achète pas sur Internet, là, ce que tu viens de partager là. C'est très rare, c'est précieux, c'est de plus en plus rare, en fait. Alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui abandonnent pas et qui vont au bout des choses, là. Bravo. Je te remercie. Puis en tout Puis, cas, c'est ça. Si Tony, t'es reconnu pour justement, avec tes programmes des petites habitudes, de micro-oméga, je crois que tu... Micro Méga, ouais, exact. Donc, c'est la nouvelle marque identitaire qui vient tout juste de voir le jour. Donc, c'est vraiment un environnement social, sécuritaire, motivant, éducatif, dans lequel les gens sont invités à poser des micro-actions dans leur vie pour les aider à obtenir des transformations durables dans le plaisir. Donc, c'est vraiment c'est tous mes apprentissages des dernières années sur comment changer, comment le cerveau fonctionne, c'est quoi les lois du changement et comment rendre ça le plus accessible, le plus facile que possible parce que vraiment, je suis dans une mission là, de vie de venir chambouler les croyances erronées que nous avons en lien avec le changement. J'ai la profonde conviction que les enseignements que j'ai appris, donc moi, j'ai rien inventé, j'ai juste mis ça à ma sauce, mais j'ai appris ces notions-là. On devrait les enseigner à tout le monde. À partir de l'adolescence, ça devrait être enseigné parce que quand tu comprends comment changer, ben, tu peux vivre la vie que tu veux finalement. Tu sais. Je veux dire, c'est aussi puissant que ça. Puis c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet-là parce que moi, je suis un ancien roi de la procrastination, Daniel. Lors de ma soirée de graduation en biotechnologie de mon baccalauréat, j'ai reçu un prix qui était pour rire, bien sûr. Il y avait 3 prix, mais un des 3, c'était le prix de la procrastination. Et ça a été fait avec amour, bienveillance. J'étais fier de le recevoir, ce prix-là, mais c'est venu renforcer l'image que j'avais, que j'étais quelqu'un qui procrastinait. Donc, j'ai traîné ça longtemps avec moi, cette procrastination-là, l'art de remettre à plus tard que je devais faire maintenant. Mais j'ai réussi à changer en m'intéressant justement aux habitudes et à comment mon cerveau fonctionne. Et si moi j'ai gagné un méritage, c'est comme un vote de 40 élèves, 40 amis qui graduaient là, de la cohorte, qui ont dit que ce gars-là, c'est celui qui est le plus dernière minute, c'est celui qui fait des nuits blanches la veille d'examen puis de rapport. Comme si moi j'ai remporté ce titre-là, puis maintenant je suis en train de coacher les personnes à comment changer, puis que je suis en train je ai décrit mon rêve qui est en train de se réaliser, puis je suis au Portugal présentement. Si moi j'ai réussi, là, comme n'importe qui
Puis écoute, ce message-là peut réussir à changer aussi. Mais ça part de. Il y a une acquisition de connaissances que ça prend et il faut se défaire de certaines croyances erronées. Et je me fais un malin plaisir avec mon associé Annick Laparfaite à vraiment expliquer pourquoi on pense certaines choses et pourquoi c'est pas la bonne façon de penser. Puis arriver avec d'autres façons de voir, avec des appuis scientifiques, avec des techniques faciles, évidentes, agréables et satisfaisantes. Alors, ça, c'est mon univers. Puis là, maintenant, bientôt, il va y avoir les retraites de coaching, donc une expérience différente, mais il va y avoir, c'est vraiment un combo de travail sur soi, donc du dev perso, mais vraiment aussi découvrir le centre du Portugal, donc qui est vraiment le vrai Portugal, entre Lisbonne et Porto. On est à 50 minutes de l'océan, donc la plage de Figueira da Foz. Et on est à 20 minutes au sud de Coimbra, une ville qui est reconnue en Europe pour la deuxième université la plus ancienne d'Europe à Coimbra. Donc, vraiment un beau coin central si vous voulez vivre une expérience différente de ce que vous pourriez retrouver, disons, à Lisbonne et à Porto, que je vous invite d'ailleurs à visiter aussi. Là. Mais vous viendrez nous visiter. Puis toi, en premier, Daniel, donc je sais que tu me disais que pour ta lune de miel, tu avais souhaité venir ici, mais finalement, vous avez opté pour la Grèce, qui est un excellent choix d'ailleurs, parce que Thalie et moi aussi, on est allés en Grèce pour notre lune de miel, absolument magnifique. Mais tu seras la bienvenue dès qu'on est prêt. Donc, on est notre échéancier, là. Il ne faut pas faire d'échéancier 100% certain au Portugal parce que les Portugais sont comme ouais, ouais, je vais venir demain, puis là, demain, il vient pas. Puis là, ouais, ouais, je vais venir demain, puis là, il vient pas. Puis là, comme il vient, les personnes ne viennent pas finalement. Sauf si tu parles fort, puis tu comme. En tout cas, ça, c'est une autre chose qui. Mais donc, je ne peux pas me dire une date officielle, mais je vais dire printemps 2023. Notre maison d'hôte va être disponible et les retraites vont commencer aussi environ au même moment, donc à suivre. Donc, on mettra tes coordonnées sous la vidéo pour Oui, quelqu'un absolument. puisse te rejoindre parce que tu es sur Facebook. Comment Oui, on peut te rejoindre? Facebook, Instagram, je peux te partager mon site web aussi, puis un petit peu sur YouTube aussi, toutes mes capsules vidéo de 2018 à 2019 que j'ai publiées, qui m'ont amené en fait à être ici aujourd'hui, à faire cet échange-là avec toi et me permettre d'accompagner des humains extraordinaires de partout dans le monde. Tout a débuté avec ce pèlerinage de capsules vidéo-là, qui est disponible sur ma chaîne YouTube aussi. Alors, je te partagerai ces informations-là avec plaisir, mais moi, j'aimerais ça t'entendre dans un futur échange avec quelqu'un, puis je pourrais te présenter d'ailleurs quelqu'un qui me vient en tête, qui est une Québécoise, qui Mhm. habite en Suisse allemande, qui est une jeune femme extraordinaire, qui est la meilleure amie à mon épouse, et qui, comme toi, a accepté d'être dans l'ombre de son conjoint, qui est un joueur de hockey professionnel, qui a joué dans des équipes de la Ligue nationale de hockey en Amérique du Nord. Ils se sont déplacés dans plusieurs villes. Elle a toujours suivi. Ils se sont rencontrés à Montréal, en fait, et j'ai développé une relation d'amitié avec ce joueur-là parce que, bon, moi, je fréquentais celle qui allait devenir mon épouse, et lui, il fréquentait celle qui allait devenir son épouse, mais les deux étaient colocataires à Montréal, donc c'est juste un hasard de la vie. Et ils ont toujours gardé cette amitié-là, là, les deux filles ensemble. Et d'ailleurs, on était en Suisse au début de l'année, on était chez Raphaël et Myriam. Si tu veux que je te mette en contexte avec Myriam, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de. Ça serait intéressant de vous entendre sur justement tout ce que ça implique. Moi, je sais qu'est-ce que ça implique parce que j'ai parlé beaucoup à Myriam, mais d'accepter de vivre sa vie dans l'ombre de quelqu'un, c'est pas une mince affaire, tu sais. C'est vraiment une décision énorme et beaucoup de personnes peuvent penser que tu sais, tu veux pas travailler, tu es paresseuse ou quoi que ce soit, tu sais. Mais comme moi, je sais que c'est pas ça. Toi, tu sais que c'est pas ça plus que moi. Mais ça serait bien de t'entendre à ce sujet-là avec une autre expat peut-être dans un futur épisode parce qu'elle elle retourne au Québec, ils ont une entente dans leur contrat de mariage qu'ils reviennent au Québec au moins 4 semaines l'été quand que la saison de hockey est terminée. Fait que, un pied à terre à Québec, Québec, puis elle habite à Zoug et Ils ont une maison à Zoug en Suisse allemande et Fribourg dans la partie française vient d'être échangée. Alors, c'est une Québécoise. Je pense que vous pourriez avoir des beaux échanges. Puis elle aussi, c'est une expat. Donc, elle pourrait expliquer de son cheminement avec la Suisse, du Québec à la Suisse. Alors, si tu veux que je vous mette en contact, ça me fera plaisir de vous introduire. Oui, en plus, je suis proche de la Suisse allemande. Ah ouais? À Ravensburg, on a une équipe Hum, des Tower Stars. Puis il y a des Québécois aussi, des Canadiens, qui des fois joue. des Américains Ouais, qui viennent pour jouer pour l'équipe. ouais. Puis j'ai pas vraiment contact avec des gens de
d'équipe de hockey. Donc, oui, ça m'intéresse vraiment. Ça C'est un pourrait autre être milieu, mais mis à ouais. part mis à part l'univers du hockey, je veux dire, tout ce qui englobe l'expatriation, c'est ton créneau à toi, tu sais. Peu importe la raison pourquoi, que ce soit le hockey ou que ce soit un travail autre d'ingénieur ou d'architecture ou de retraite de coaching, les défis sont les mêmes. Puis, je sais qu'elle a eu des défis aussi au niveau justement de la langue. Elle ne parle pas 100% allemand. Tu sais, la belle famille, ils sont très allemands. Fait que, tu sais, puis tu le sais, là, la rigidité des Allemands, c'est assez fort, là, versus le peuple québécois qui est reconnu comme étant un peuple très ouvert, très chaleureux. Il y a quand même un décalage là, qui peut causer des défis. Là, puis je suis sûr que tu le vis c'est pour ça que je pense que vous seriez un bon fit parce que vous comprenez, malgré vos différences, comme nous, là, vous vous comprendriez vraiment bien parce elle ne parle pas encore 100% allemand. Vous pourriez pratiquer votre allemand ensemble dans l'entrevue. Mais je pense que ça serait un bon fit. Là. Tu me dis si tu veux que je te l'introduise, je vais lui Oui, demander oui, si oui, ça serait à oui, l'aise. j'aimerais vraiment bien. Puis en plus, c'est ça, parce qu'elle, elle apprend l'allemand, mais elle apprend, Oui, comme on dit, le Hochdeutsch. ouais. Et en fait, c'est le dialecte suisse, il est encore plus difficile Ah qu'ici. ouais, le suisse allemand, c'est ça. Il est Déjà pas. difficile, mais oui. Et OK. je connais une Québécoise qui se disait, euh, des fois, les Suisses veulent pas parler nécessairement, le conjoint dit, oh, ben non, je peux pas parler le Hochdeutsch, ça fait un peu trop pointu, qu'est-ce que mes amis vont penser? Fait que t'as pas le choix de comprendre ce dialecte-là, tu sais. Ah, Mais wow. bon, c'est la part du jugement, justement. Uh-huh. Mais en tout cas, vraiment, c'était vraiment une super expérience, une belle entrevue avec toi. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ça avec toi. En fait, je pense que ça va inspirer. En tout cas, tu m'as vraiment inspiré. Toi Et aussi, je vais te rendre l'appareil, Daniel, parce qu'on s'est parlé au début, puis toi aussi, tu m'as énormément inspiré. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais, la démarche, puis ces efforts-là, alignés avec ton désir de Hey, c'est maintenant, tu sais, je veux prendre ma place, puis je veux me faire plaisir. Alors, je te souhaite vraiment une magnifique continuation. Je sais que on se va se reparler parce que dès que mon lieu est prêt, je vais te laisser savoir. Mais écoute, si tu as besoin d'un coup de main avec quoi que ce soit, n'hésite pas. Puis, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu es en train de faire, alors lâche pas. je te remercie. Puis je vais te souhaiter d'aller au bout de ton rêve. C'est bien parti. Puis que, comme on dit, la tempête soit derrière, même si la Yes. vie nous amène toujours des petites tempêtes, puis Exactement. des traversées, il y en aura d'autres. Mais je sais que toi, tu vas aller jusqu'au bout. Merci. Jamais rien prendre pour acquis, c'est tellement important. Puis ça, la vie m'a appris ça aussi. Alors, c'est pour ça que je vais saisir chaque instant comme je le fais jusqu'à temps qu'il y aura une prochaine tempête, mais on va être prêt. Merci pour la belle échange rafraîchissant. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler d'autre chose que de mon sujet habituel. Et belle continuation dans tes démarches. Merci pour le temps et les échanges. Et joyeuse fête. Joyeuse fête, Daniel. Merci. Ciao! Bye. Ciao, ciao! Et passez des belles fêtes!